Dans cette vidéo, on va continuer à parler des espaces vectoriels de dimension finie, et plus précisément, on va s'intéresser aux sous-espaces des espaces de dimension finie. Le point de départ, c'est ce théorème qui, vous allez le voir, dit des choses qui n'ont rien de surprenant. Si f est un sous-espace d'un espace vectoriel E de dimension finie, alors lui-même, il est de dimension finie, et sa dimension, elle est plus petite que la dimension de l'espace tout entier. Ça, ok. Les curieux pourront aller voir la démonstration dans les documents, et vous verrez, en fait, elle est plus compliquée que ce qu'on aurait pu croire. Mais bon, ce résultat est tellement logique qu'on va l'admettre ici dans cette vidéo. De plus, ce qu'on a, c'est une équivalence très intéressante, à savoir qu'on a équivalence entre d'une part le fait que la dimension de f soit égale à la dimension de l'espace tout entier, et d'autre part le fait que f soit carrément égal à l'espace tout entier. Alors, bien comprendre, dans cette équivalence, l'implication de droite à gauche, elle n'a aucun intérêt. Bien sûr que si f est égal à l'espace tout entier, alors sa dimension, c'est la dimension de E. Ça, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est l'implication de gauche à droite, ici. Ce qu'elle signifie, c'est que dans un espace E de dimension n, le seul sous-espace qui est de dimension n, c'est-à-dire de dimension maximale, eh bien, c'est l'espace E tout entier. Ça, montrons-le. Supposons donc qu'un sous-espace f est de dimension n, où n désigne la dimension de E. À ce moment-là, f admet donc une base de cardinal n, qu'on va noter les E1, En. De cette façon, on peut dire que f est le vecte des EI. Or, maintenant, cette famille E1, En, si jamais on la voit comme une famille de vecteurs de E, eh bien, c'est une famille qui est libre, ça c'est sûr, puisque E1, En, c'est une base de f, donc en particulier, elle est libre. Et elle est de cardinal n, qui est la dimension de E. Donc, par théorème, elle est également génératrice de E. Du coup, ce vecte qu'on a écrit ici, eh bien, c'est E tout entier. Ce qui montre bien que f est égal à E. Ce qui termine la démonstration. Ce théorème a une conséquence extrêmement importante en pratique, qui dit que si jamais f et g désignent deux sous-espaces qui vérifient que le premier f est inclus dans le second g, et que deuxièmement ils ont la même dimension, alors ils sont égaux. Pourquoi c'est vrai? Eh bien parce que, étant donné que f est inclus dans g ici, c'est donc un sous-espace vectoriel de G. Et donc, ce qu'on a démontré dans le théorème précédent avec E est aussi vrai pour G. Autrement dit, si jamais on interprète F comme un sous-espace vectoriel de G, alors à l'intérieur de cet espace vectoriel, il est de dimension maximale ici, et donc il est égal à G tout entier. Alors, pourquoi est-ce que ce théorème est-il si utile en pratique ? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on veut démontrer l'égalité de deux sous-espaces f est égal à g, la méthode de base, c'est la méthode générale en mathématiques pour montrer que deux ensembles sont égaux, à savoir la double inclusion. On montre que f est inclus dans g et que g est inclus dans f. Eh bien, justement, grâce à ce théorème, sous réserve qu'on ait des informations sur les dimensions, et plus précisément que la dimension de f est égale à la dimension de g, on n'aura pas à démontrer les deux inclusions, mais seulement l'une des deux. Et en fait, celle qui nous arrange la plupart du temps, on démontrera celle qui est la plus facile à démontrer. C'est donc un théorème qu'on utilisera beaucoup en pratique. Petite remarque, la dimension du sous-espace nul, eh bien, elle vaut 0. Pourquoi ? Le sous-espace nul, il admet bien une base. Il admet comme base la liste vide. En effet, quand vous faites des combinaisons linéaires de vecteurs de la liste vide, eh bien, vous obtenez des sommes vides. Et les sommes vides, par convention, ça vaut bien 0. Du coup, la dimension du sous-espace nul, c'est donc le nombre de vecteurs qu'il y a dans la liste vide, c'est-à-dire 0. Voilà, c'est une remarque un peu bébête, mais parfois ça va mieux en le disant. Et puis, d'autre part, en fait, c'est le seul sous-espace de E qui est de dimension 0. Ensuite, les sous-espaces de E qui sont de dimension 1. Par définition, ce sont les sous-espaces qui admettent comme base une famille de un seul vecteur non nul. Donc les sous-espaces qui sont du type vect de E, où E est un vecteur non nul. On a déjà donné un nom à ce type de sous-espace, il s'agit des droites vectorielles. Puis, maintenant les sous-espaces de E qui sont de dimension 2, par définition ce sont les sous-espaces qui admettent comme base une famille de deux vecteurs libres, c'est-à-dire de deux vecteurs non collinaires. Ce sont les sous-espaces du type vect de E1, E2, où E1 et E2 sont deux vecteurs non collinaires. Eux aussi, on a déjà donné un nom à ce type de sous-espace, il s'agit des plans vectoriels. Parlons maintenant de sous-espaces supplémentaires, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur leurs dimensions.
Alors pour rappel rapidement, deux sous-espaces f et g sont dits supplémentaires si premièrement ils engendrent E, ce qui signifie que n'importe quel vecteur de E est la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, et si deuxièmement ils sont ce qu'on appelle en somme directe, c'est-à-dire leur intersection est réduite à 0. Ça assure que les décompositions des vecteurs de E dans f plus g deviennent uniques. Cette situation peut être résumée en une seule phrase, le fait que f plus entouré g est égal à E. Le plus entouré, il signifie juste ici que l'intersection est réduite à 0. Ça n'a rien à voir avec le fait que la somme fasse E. Souvenez-vous de cet exemple typique dans R3 où f est un plan et où g est une droite vectorielle qui n'intersecte ce plan qu'en 0. À ce moment-là, n'importe quel vecteur x de R3 s'écrit bien de manière unique comme la somme d'un vecteur du plan f et d'un vecteur de la droite g. On reviendra plus tard sur cet exemple. On va démontrer trois théorèmes. Systématiquement, le contexte, c'est qu'on considère grand E un espace vectoriel qui est de dimension finie. Le premier théorème, c'est un théorème d'existence des supplémentaires, qui dit que, quel que soit le sous-espace f de grand E que vous prenez, ce sous-espace admet toujours au moins un supplémentaire g. Démontrons-le. Alors d'abord, on va fixer quelques notations. Grand E est de dimension finie, donc on va appeler n sa dimension. Et puis ensuite, si on considère un sous-espace f de E, du coup lui-même il est de dimension finie, on va appeler P sa dimension. Et bien évidemment, P est plus petit que n. Par définition de la dimension, f admet donc une base qui est de cardinal P. On va appeler cette base E1, EP. Et par définition de cette base, bien évidemment, on a que f est égal au vect de ces vecteurs E1, EP. Ces vecteurs E1, EP, si maintenant on les interprète comme des vecteurs de E, il s'agit bien sûr d'une famille libre, puisque à la base c'est une base de f, mais pas forcément génératrice. Mais du coup, par le théorème de la base incomplète, on sait qu'on peut compléter cette famille libre E1, EP par d'autres vecteurs de E, qu'on va appeler les EP plus 1 jusqu'à En, de façon à ce que E1, EP, virgule EP plus 1 jusqu'à En soit une base de E. Ces nouveaux vecteurs-là, qui sont en rouge, EP plus 1 jusqu'à En, ils vont nous permettre de construire un supplémentaire G. Pour ça, en fait, il suffit de poser que G est égal au vect de EP plus 1 jusqu'à En. Dans cette situation, on a un superbe théorème qui nous permet en fait tout de suite de conclure, c'est bien sûr le théorème des bases adaptées. Et plus précisément, c'est le deuxième théorème des bases adaptées, celui où on part d'une base et qu'on la coupe en deux. Ce théorème dit donc que si on prend le vect de la première partie et le vect de la deuxième partie, on obtient deux espaces qui sont supplémentaires, et c'est exactement la situation dans laquelle on est, puisque ici, le vect de E1, EP, c'est F, et le vect de EP plus 1, En, c'est G. Donc on a directement par ce théorème que F et G sont supplémentaires. Ça conclut la démonstration. À noter que s'il y a donc existence d'un supplémentaire, il n'y a pas du tout unicité d'un supplémentaire. Un sous-espace F, de façon générale, enfin sauf cas très particulier, il admet toujours une infinité de supplémentaires. Par contre, là, le deuxième théorème va nous dire que tous les supplémentaires d'un sous-espace F ont un point commun, ils ont toujours la même dimension, et plus exactement, leur dimension, c'est toujours n moins la dimension de F. Lisons ensemble le théorème. Tout supplémentaire G de F est de dimension de E, moins dimension de F, de sorte qu'on a l'égalité suivante, la dimension de F plus entouré G, donc la dimension de E, est égale à la somme des dimension de F plus dimension de G. Démontrons ce théorème. On va partir avec les mêmes notations que précédemment. N désigne la dimension de E, P désigne la dimension de F, E1, EP désigne une base de F, de façon à ce qu'on ait que F est égal au vect de E1, EP. À partir de là, on va considérer un supplémentaire quelconque de F, qu'on va noter G, et le but va être de démontrer que sa dimension, qu'on va noter Q, est égale donc à n-p, la dimension de E moins la dimension de F. Étant donné que Q désigne donc la dimension de G, par définition de la dimension, il existe une base G de cardinal Q, on va l'appeler G1, GQ. Dans cette situation, on peut en fait utiliser un théorème des bases adaptées, mais le premier théorème cette fois-ci. Ce théorème, il nous dit que quand on a deux sous-espaces qui sont supplémentaires, et là c'est le cas ici pour F et G, et que ces sous-espaces admettent chacun une base, ici une base de F c'est E1, EP, et une base de G c'est G1, GQ, alors si jamais on concatène ces deux bases, on obtient une base de E. C'est ce qu'on fait ici en prenant là donc la liste E1, EP jusqu'à G1, GQ. Ce fait, il va nous permettre de conclure la démonstration, parce que cette famille ici, vu que c'est une base de E,
eh bien nécessairement, elle est de cardinal la dimension de E, c'est-à-dire de cardinal n. Autrement dit, le nombre de vecteurs qui intervient dans cette liste doit être égal à n. Et le nombre de vecteurs de cette liste, c'est quoi? C'est P plus Q. Donc on a nécessairement que P plus Q est égal à n, ce qui signifie bien que Q, la dimension de G, est égale à n moins P. Ça conclut la démonstration. Une remarque importante, c'est que si jamais vous avez deux sous-espaces f et g qui sont en somme directe, mais qui n'engendrent pas E, pour lesquels vous n'avez pas que f plus g est égal à E, alors en fait, cette égalité-là, le fait que les dimensions ici s'additionnent, elle est toujours vraie. Pourquoi? Mais c'est pour une raison simple, qui est que si f et g ne sont pas supplémentaires dans E, alors en fait, ils sont supplémentaires dans f plus g. Je m'explique. Si jamais on ne se place pas dans E tout entier, mais dans un autre espace vectoriel, mettons E tilde, qui est défini comme étant f plus g. Alors, on a bien que f est un sous-espace de f plus g. F, il est inclus dans f plus g. Et puis, idem pour g. G est bien un sous-espace de f plus g. Et puis, dans cet espace f plus g, eh bien, f et g, ils sont bien supplémentaires, puisqu'on a bien que f plus g est égal à f plus g. Donc, si jamais on applique le théorème à cet espace-là, E tilde, eh bien, on obtient bien que la dimension de E tilde, c'est-à-dire la dimension de f plus g, c'est la somme des dimensions. Donc, cette formule, elle est bien vraie. Si vous voulez, la morale de cette histoire, c'est que dès que vous avez deux sous-espaces qui sont en somme directe, c'est-à-dire qui ne s'intersectent qu'en zéro, eh bien, on a bien que les dimensions s'additionnent. On verra que si jamais f et g ont une intersection qui n'est pas réduite à zéro, ça ne se passe pas comme ça, mais ça, ce sera l'objet de la fin de la vidéo, la formule de Grassmann. Passons au troisième théorème, c'est en fait une sorte de réciproque. Si jamais vous avez un sous-espace G qui vérifie qu'il est en somme directe avec F, et puis que deuxièmement, au niveau des dimensions, ça colle, c'est-à-dire que la dimension de E est égale à la dimension de F plus la dimension de G, alors F et G sont supplémentaires dans E. En fait, si vous avez compris la remarque précédente, la démonstration de ce théorème, elle est quasiment immédiate parce que f plus g, c'est un sous-espace de E, donc il est inclus dans E. Et puis deuxièmement, on a que la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g, puisque justement, on a supposé que f inter g était réduit à 0, et donc par la remarque précédente, eh bien, les dimensions s'additionnent. Et puis, dimension de f plus dimension de g, justement, par hypothèse, c'est censé donner la dimension de E. Donc ce sous-espace f plus g, c'est un sous-espace de E, et c'est un sous-espace qui a la même dimension que E, il est de dimension maximale, donc par théorème, eh bien f plus g, c'est E tout entier. Ça conclut la démonstration. Ce troisième théorème, il est vraiment très utile en pratique pour démontrer que deux sous-espaces f et g sont supplémentaires. Pourquoi? Parce que de base, pour démontrer qu'ils étaient supplémentaires, en fait, il fallait montrer qu'ils engendraient E. Et ça, c'est toujours difficile parce que ça consiste à montrer que n'importe quel vecteur de E peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. C'est délicat à démontrer parce que c'est un théorème d'existence. Or là, si jamais on utilise ce théorème pour démontrer que deux sous-espaces f et g sont supplémentaires, eh ben, il n'y a pas à faire ça, il y a juste à démontrer qu'ils sont en somme directe et puis s'intéresser à leur dimension, ce qui en pratique est souvent beaucoup plus facile. Par exemple, dans R3, si jamais on considère f un plan vectoriel et g une droite vectorielle qui n'intersecte ce plan qu'en 0, alors on a bien que f et g ne s'intersectent qu'en 0, ils sont en somme directe. Et ensuite, si jamais on fait la dimension de f plus la dimension de g, bah, ça nous donne dimension de f, c'est un plan, donc 2, plus dimension de g, c'est une droite, donc 1. 2 plus 1 est égal à 3, et 3, c'est bien la dimension de R3, la dimension de l'espace tout entier. Donc avec ce théorème, on a immédiatement que f et g sont supplémentaires dans R3. Au passage, on en déduit donc que tout vecteur de R3 se décompose de façon unique comme la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, mais on n'a pas eu à le mettre en évidence. On va finir cette vidéo avec cette proposition, la formule de Grassmann. Le contexte est le suivant, f et g désignent des sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie, et la formule s'intéresse à la dimension de la somme de f et g, dimension de f plus g. Elle dit que cette dimension vaut dimension de f plus dimension de g moins la dimension de leur intersection. Alors cette formule, si vous la regardez dans les yeux, elle doit vous faire penser à d'autres formules dans d'autres domaines des mathématiques, comme par exemple la formule du cardinal d'une union, cardinal de A union B, ou encore de la proba d'une union, proba de A union B, toutes ces formules qui peuvent un peu se retenir à l'aide d'un schéma avec des patates ici, où on se dit que on prend F, on prend G, et puis il faut enlever la partie commune à F et G.
Alors attention, ce schéma, il faut le prendre avec prudence ici, hein, parce que déjà, bon, des sous-espaces vectoriels, ça ressemble pas du tout à des patates, hein, ça on l'a vu, c'est des droites, des plans, des choses comme ça. Et puis deuxièmement, ce schéma, il pourrait donner l'impression qu'on regarde F union G, ce qui n'est pas du tout le cas. F union G, c'est pas un sous-espace vectoriel de manière générale. Ici, on regarde F plus G, qui est vraiment une opération spécifique des sous-espaces vectoriels, de même qu'on regarde ici la dimension, qui est vraiment spécifique de cet univers. Cela dit, ce schéma, eh ben, il permet en quelque sorte, de façon simple, de retenir la formule, donc on ne va pas s'en priver. La démonstration de ce théorème, elle est un peu longue et en fait pas facile. On va pas la faire dans cette vidéo, les curieux pourront aller voir dans les documents. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le cas particulier où f inter g est réduit à 0, donc le cas particulier où f et g sont en somme directe, eh bien ce théorème, il nous redonne, on retrouve le théorème précédent. Puisque dans ce cas-là, f inter g, vu qu'il est réduit à 0, eh bien sa dimension vaut 0, ce qui redonne que la dimension de f plus g, c'est la somme des dimensions.